Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe, enfin, du moins une partie de l'équipe de Neoline qui est actuellement en phase de collecte sur la plateforme. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, je vais vous préciser le déroulé habituel. Une fois l'introduction terminée, euh, l'équipe de Neoline présentera l'activité de la société un petit peu plus en détail, ainsi que les enjeux de la levée de fonds. Et ensuite, dans une seconde partie, on passera à la phase de questions-réponses. Donc là, vous aurez la possibilité de poser directement vos questions à toute l'équipe. Alors, à ce sujet, pour pouvoir poser votre question, pardon, c'est dans la bulle QR qui se situe en bas au milieu de votre écran. Il suffit de l'ouvrir, de taper votre question sur votre clavier et ensuite je me chargerai de la poser. Je vous laisse la main. Je ne sais pas qui c'est qui commence. Et après, je vous laisse partager votre écran aussi, Jean. Ok, bonsoir à tous. Je suis Michel Perry. J'ai effectué une carrière entière de marine commerce. Je suis aujourd'hui pensionné. J'étais le premier président exécutif de Neoline. Je fais partie des 9 fondateurs du projet. Je suis aujourd'hui président du conseil de surveillance. Et je suis un peu celui qui a agrégé l'équipe et poussé l'idée en étant pas si reculé, mais où l'idée pouvait paraître farfelue. Voilà, merci à tous de votre intérêt. Bonjour, je m'appelle Jean Zanitini, je suis le président de Neoline Développement. J'ai la chance de pouvoir animer cette équipe et contribuer à porter ce projet. Je fais également partie des 9 fondateurs. J'ai également, pour ma part, simplement commencé ma carrière embarquée. J'ai navigué pendant 7 ans avant de réaliser plutôt des études maritimes et portuaires. Et depuis fin 2016, je me consacre à temps plein au projet Neoline. Merci d'être là. Bonjour, alors moi c'est Bénédicte Hainaut. Je suis plus, j'ai un profil un peu plus terrestre que mes collègues, donc moi je suis plus du monde de la communication et de la documentation. Je fais partie de l'aventure Neoline depuis le démarrage et je suis en charge des aspects de communication, site internet, réseaux sociaux et aussi l'organisation d'événements. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Adrien Pro, je suis le responsable commercial. J'ai rejoint l'équipe maintenant il y a 4 ans et avant j'ai plutôt travaillé chez les commissaires de transport, donc plutôt sur l'organisation globale du transport d'un point A à un point B à travers le monde. Bonjour à tous, je suis Guillaume Péan, le responsable technique du projet. Et j'ai donc moi une carrière de navigant de 15 ans, de navigant plutôt à la machine. Donc c'est ce qui m'a amené à la partie technique du projet. Je suis dans l'équipe depuis 2017 à temps plein. Donc, on va vous présenter pendant 15-20 minutes le projet. Alors, c'est une présentation que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu voir. Donc, je vais partager mon écran et puis on va voilà, faire cette présentation avant de pouvoir répondre à vos questions. J'espère que tout le monde voit bien. Oui, parfait. Du coup, donc Neoline, ça se place dans un contexte particulier. Je pense que beaucoup de monde sont bien conscients des enjeux qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'environnement en général et du réchauffement climatique en particulier. Et dans le monde maritime, pendant pas mal de temps, on s'est un petit peu réfugié derrière le fait qui est vrai que le transport maritime est sans doute le mode de transport le plus efficace en termes d'énergie par tonne transportée. Mais néanmoins, comme on transporte tout par la mer et qu'il y a énormément de fret à transporter, eh bien, cela représente tout de même 3% à peu près des émissions de CO2 mondiales, soit l'équivalent d'un pays comme l'Allemagne, et encore plus 10% des émissions de soufre. On est à peu près à 7% de la consommation de pétrole mondiale et ça va plutôt en augmentant. Donc, c'est des enjeux quand même très forts. Et dans notre lecture du contexte, nous, on distingue, je dirais, 3 grands axes. Donc, des contraintes réglementaires et sociétales qui sont de plus en plus fortes. Donc, réglementaires parce que justement, les organisations internationales et nationales qui régissent le transport maritime
se rendent compte et cherchent à légiférer pour limiter l'impact du transport maritime sur l'environnement et le climat. Mais il y a également une prise de conscience sociétale qui se fait de plus en plus avec, je crois, un focus plus important aujourd'hui sur le monde maritime et sur les activités qui s'y déroulent, un focus aussi sur les océans, et c'est une bonne chose, puisque ça permet aussi de pousser l'ensemble du secteur à avancer. En tous les cas, aujourd'hui, aucun armateur ne peut se permettre d'ignorer complètement le sujet de la RSE pour ses activités. Ensuite, il y a une grosse incertitude sur les coûts de transport. Alors, c'est dû principalement, historiquement, par l'incertitude sur les coûts du pétrole. Il faut savoir que le pétrole, c'est à peu près 50% des coûts d'exploitation d'un navire, notamment un navire qui navigue beaucoup. Donc, forcément, quand le baril augmente, eh bien, directement, cela impacte les coûts de transport pour l'armateur et donc derrière les prix, etc. D'un autre côté, on peut voir qu'il y a des effets importants qui arrivent sur la chaîne logistique en général et qui ont des impacts très récemment et encore maintenant, on a pu le constater. Donc, il y a une forte incertitude sur ces coûts et ça amène aussi de la contrainte et des risques pour tous les acteurs de la chaîne et notamment les entreprises qui ont du transport à réaliser, ce qu'on appelle les chargeurs. Enfin, il y a un phénomène de concentration du transport maritime, donc à la fois vers des navires plus grands, des services plus massifiés, et puis également même en termes de nombre d'acteurs, puisqu'il y a eu pendant une quinzaine d'années une très très forte réduction du nombre d'armateurs, avec la création de très très grands armateurs qui ont des services partout dans le monde. Et cela amène aussi peut-être un problème de résilience sur un certain nombre de trades. Et comme vous allez voir, on s'inscrit aussi un petit peu à contre-cycle de cette logique-là. Alors, notre vision, en termes généraux, c'est d'essayer de proposer des services de transport qui soient à la fois industriels, compétitifs et zéro émission. Industriel, ça veut dire de grande taille. Ça veut dire qu'on transporte du fret dans des capacités standardisées. Alors, grande taille ne veut pas dire non plus énorme. On reste sur des navires quand même de taille plus petite que les plus grands cargos, mais tout de même, on est sur ce qu'on appelle ce transport de masse et industriel. Compétitif également veut dire qu'on va pratiquer des prix en rapport avec le marché. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour faire du low cost, pas du tout. On est là pour valoriser un transport qui, selon nous, présente une qualité et une proposition de valeur importante, mais pour autant, on va rester sur des prix et des coûts en rapport avec le marché. Enfin, zéro émission, c'est notre objectif. Alors, c'est de s'en approcher. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Et avec notre premier projet, le navire pilote, le Neoliner 136 mètres, on a déjà pour objectif de faire une grosse marche puisque on prévoit de réduire entre 80 et 90% de la consommation sur une traversée transatlantique. Par la suite, bien sûr, on va décliner ce concept sur des navires plus spécialisés, mais également sur des navires plus grands. On pense qu'on pourra utiliser le vent jusqu'à des tailles dépassant les 200 mètres. Et puis, enfin, on essaiera d'atteindre le zéro émission en ajoutant d'autres technologies qui permettront de pallier encore mieux à l'intermittence. Je signale que notre premier partenaire dans ce domaine, c'est le groupe Renault, à la fois en tant que chargeur, mais également sur des aspects technologiques, et on pourra y revenir un peu plus loin. Alors, comment on peut faire pour fortement décarboner le transport maritime? Eh bien, nous, on considère que c'est une combinaison de solutions. Alors, d'ores et déjà, on a choisi une position d'armateur. Et la position d'armateur, pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'accéder à l'ensemble des leviers qui déterminent le transport, à la fois les leviers technologiques, mais aussi, et peut-être même surtout, les leviers opérationnels. Donc, dans un premier temps, on va changer la vitesse. On va passer d'une vitesse classiquement de 15 nœuds sur ces tailles de navires à une vitesse de 11 nœuds. Ça veut dire une division par deux de la consommation d'énergie, ce qui est déjà énorme. Ensuite, le fait d'aller moins vite facilite là aussi l'usage du vent et on va l'utiliser à titre de propulsion principale. Et c'est un usage du vent qui est du XXIe siècle. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la météorologie moderne, qui est la réelle révolution qui permet aujourd'hui de vraiment utiliser le vent de façon sûre, couplée avec l'usage extensif de routage maritime qui consiste à simuler un ensemble de trajectoires pour choisir à chaque fois le meilleur compromis, c'est-à-dire à chaque fois récupérer un maximum de vent tout en arrivant à l'heure. Il y a une brique qui est extrêmement importante aussi, c'est l'expertise de l'équipage et son implication dans l'objectif à la fois évidemment commercial et de la sécurité, mais aussi d'avoir cette envie et cette volonté de réduire la consommation. Il y a 10 à 20% d'énergie
qui restent nécessaires pour réaliser les manœuvres portuaires, également pour réaliser la production d'électricité à bord, et de temps en temps, notamment l'été, pour soutenir la vitesse commerciale du navire. Donc, dans un premier temps, ce sera toujours un moteur diesel sur nos navires pilotes. Il sera couplé déjà avec un système de batterie de seconde vie, issu de véhicules donc, qui ont déjà connu une première vie à bord de véhicules de Renault. Et sur des générations plus avancées, futures générations de navires, ce petit morceau pourra être décarboné, on le pense, par des systèmes zéro émission comme l'hydrogène et pourquoi pas le recours à d'autres énergies comme le solaire. On pense aussi tester à bord de ce navire l'usage de l'hydrogénération. Donc c'est important de constater qu'on a vraiment une ambition très forte en termes de réduction d'impact, mais que cette ambition, elle s'accompagne aussi de compromis sur la vitesse, de compromis aussi en termes de taille de navire. Donc ce n'est pas magique. Hein. On fait effectivement des vrais compromis de productivité. Le navire est également plus cher, mais c'est ce qui, selon nous, est nécessaire pour atteindre les objectifs qu'on se fixe au niveau climatique, c'est-à-dire d'ici 2050, ne plus avoir d'émissions carbone en moyenne dans le monde, et on souhaite faire notre part de cette façon-là. Alors, j'ai passé la parole à Guillaume Péan pour une partie un peu plus technique. Je suis... OK. Excusez-moi, j'avais un peu de mal à vérifier que mon son fonctionnait bien. Donc, le navire, je vous décris le navire. C'est un navire que l'on a voulu très polyvalent. Du fait des frettes variées qu'il peut embarquer, et surtout qu'il puisse rentrer dans un maximum de ports, puisque nous desservons, comme Jean l'a expliqué, des lignes secondaires, donc des ports relativement de petite taille. Donc c'est un navire qui, même si c'est un voilier, pour 136 mètres pour un voilier, ça peut paraître grand, mais pour un cargo, c'est relativement petit. 24 mètres de large, c'est la taille assez classique pour un cargo de cette dimension-là. Ce qui est important, c'est que nous avons donc un gréement duplex pour rentrer dans les ports. Pour rentrer dans un maximum de ports, nous devons pouvoir rabattre notre gréement. Donc, une fois que les mâts sont rabattus, la limite, le tirant d'air, donc c'est la partie qui est au-dessus de la surface de l'eau du navire, atteindra une limite de 41,50 m. Ceci pour pouvoir passer sous des ponts situés à Baltimore, situés sur le Saint-Laurent, situés à Bilbao. Il y a plusieurs ports qui sont concernés. Et on a également sous l'eau des plans anti-dérive qui sont rétractables, puisqu'un voilier, si on ne prévoit pas de lutter contre la dérive, ne va pas être efficace pour remonter au vent. Donc, on a des plans anti-dérive sous la coque qui seront rétractables pour permettre de rentrer dans les ports. Donc, on a un tirant d'eau qui pourra être réduit à 5,50 m et qui, lorsque les plans sont déployés, atteindra environ 15 mètres. Voilà. Donc, nous avons réfléchi à l'optimisation, à l'automatisation au maximum des manœuvres du gréement pour maintenir un équipage de 14 personnes, comme sur un cargo assez conventionnel. Et nous avons une capacité d'accueillir 12 passagers à bord également, avec 6 cabines doubles pour des passagers. Donc, la réglementation internationale autorise tous les cargos à avoir 12 passagers à bord. Et donc, nous prévoyons d'embarquer des passagers qui voudront traverser l'Atlantique de manière la plus décarbonée possible. Voilà. Enfin, donc c'est un navire roulier. Je vous disais qu'on avait prévu d'adapter le navire pour recevoir un maximum de fret. C'est un navire roulier, donc on charge par l'arrière, la marchandise rentre en roulant et est déchargée en roulant. Donc on a une capacité de 1700 mètres linéaires, c'est-à-dire que les frets peuvent rentrer, et on a environ 1700 mètres linéaires et pour une largeur de voie de 2,40 m environ.
Cela permet de rentrer 540 voitures, 270 conteneurs et surtout, la partie arrière, que l'on appelle la chapelle, offre une capacité de transport qui n'existe pas sur la ligne, avec une hauteur libre de 9,80 m sur une longueur de 30 mètres et une largeur de 12 mètres. Donc on peut là rentrer des colis très, 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 très importants. Donc nous avons, pour qualifier notre navire et la zone d'exploitation, nous avons mené des études de routage basées sur 5 années de données météo en Atlantique Nord, entre Saint-Nazaire et Baltimore. Ces études, menées par la société DICE à Nantes, ont permis de... Il y a eu 5 études au total. Cela a permis d'arriver à évaluer les performances sous voile du navire et surtout les pourcentages de réduction qu'on pouvait attendre. Donc aujourd'hui, nous comparons le navire par rapport à un navire conventionnel qui va à 15 nœuds, on obtient des 84% de réduction de la consommation de combustible. Par rapport à un navire équivalent qui va à 11 nœuds, au même navire qui va à 11 nœuds, on obtiendrait 71% de réduction. Le navire auquel on se compare, il faut savoir que c'est le Neoliner qui serait opéré sur la ligne Saint-Nazaire-Baltimore uniquement au moteur. Voilà. Pour avoir une comparaison réelle et objective, on a choisi de se comparer au même navire. C'est le Neoliner en lui-même est déjà taillé pour être effectivement plus efficace qu'un navire classique, donc on peut espérer un petit peu mieux encore. Voilà. Les études de routage nous ont surtout permis de nous apercevoir qu'en gros, on aurait 50% du temps à plus de 12 nœuds sous voile seul, et que lorsque on serait cap vers l'ouest, au départ de Saint-Nazaire pour aller vers Baltimore, l'allongement de route dû à l'utilisation du vent serait de 24% environ, et au retour 16% environ. Cet écart est lié à l'orientation principale du vent qui nous met, donc on serait au près en partant vers l'ouest et on reviendrait avec le vent un peu plus favorable vers la vente arrière, donc qui nous permettrait de moins allonger la route au retour. Et donc, comme le disait Jean tout à l'heure, 50% de la consommation de combustible résiduelle est due à la production électrique. Voilà. Je passe la parole à Adrien pour les aspects commerciaux de la ligne. Merci Guillaume. Alors effectivement, sur les aspects commerciaux et la ligne pilote, vous l'avez compris, on a travaillé tout d'abord sur une ligne transatlantique. Pourquoi? Parce que, comme l'ont prouvé les études de routage, ça nous permet de réduire de 80 à 90% nos émissions, parce qu'on peut aller chercher le vent très nord ou très sud. Pourquoi cette ligne transatlantique et pourquoi surtout ces escales, donc, qui sont Montoir, Baltimore, Halifax et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'idée de cette ligne est d'aller chercher des routes secondaires inédites, de ne pas aller se frotter directement aux grands ports du nord européen ou aux grands ports américains, et de proposer une nouvelle approche d'Interland, donc se rapprocher finalement des industries, en tout cas pour les industries françaises, et surtout pour les groupes, donc comme vous pouvez voir au-dessous, nos principaux clients qui sont Beneteau et Manitou, qui sont très proches du port de Montoir, et qui ont des besoins importants en exportation vers les USA. Pour ce qui est de la ligne, je vais répondre à une question de Sophie, je crois, dans les questions et réponses. On a une traversée en fait en 12 jours sur le transatlantique, si on ne compte pas l'escale à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, pour faire un Montoir-Baltimore via Saint-Pierre-et-Miquelon, on est plutôt sur 13 jours. Donc, 8 jours pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis 4 jours vers Baltimore, et ensuite on remonte sur Halifax en 3 jours, puis Saint-Pierre-et-Miquelon, et retour vers Montoir. Donc, c'est une ligne qui fait en tout une trentaine de jours. L'idée, c'est de proposer un service bimensuel, donc aller d'abord avec un premier navire, puis un deuxième,
pour être en capacité de proposer donc un service qui est, on va dire, minimum entendable pour les industriels, donc du bimensuel. Voilà ce que je peux dire sur la ligne pilote. Et en termes d'engagement, donc je parlais tout à l'heure du groupe Beneteau et du groupe Manitou, qui sont nos cibles principales, qui sont sur le roulier. Notre premier client, Jean parlait tout à l'heure, c'est le groupe Renault. Mais aussi récemment, on a vu, alors quand je dis récemment, c'était à peu près 2 ans, des industriels du conteneur qui sont intéressés au projet, puisque bon, eux ont des grosses contraintes aujourd'hui liées à la crise, bien sûr, mais ils ont aussi de très très gros investissements en termes d'impact CO2, de réduction de CO2. Et donc, ils sont prêts à investir chez Neoline, même si à la base, ce n'est pas notre cœur de métier, le conteneur. Et donc, nous sont arrivés très vite Michelin, NCI, Clarins, Longchamp, Rémi Cointreau et d'autres qu'on annoncera plus tard. Alors, les avantages pour les chargeurs, tout d'abord, alors Jean en parlait en début, hein, notre objectif, c'était 2024, une réduction de 85% des émissions avec cette ligne pilote et d'aller viser le zéro émission sur 2030. Un point qui est important, c'est l'indépendance des prix du carburant. J'en parlais aussi tout à l'heure. Les fluctuations du carburant impactent énormément la visibilité, on va dire, des coûts de la logistique. Et donc, nous, on propose un prix qui est stable sur plusieurs années. Et ça, c'est assez inédit aussi hein, sur ce marché. Les nouvelles dessertes de proximité et le transport de haute qualité sont aussi des points sur lesquels nous, on s'engage chez Neoline. On a aussi une démarche qui est un peu plus globale, pas uniquement sur le transport et la logistique, mais aussi sur le choix des matériaux de notre navire, sur l'analyse du cycle de vie aussi du navire, et également une vision d'entreprise valorisant l'humain et son expertise, que ce soit à terre comme à bord. Et enfin, il y a des inconvénients qui sont maîtrisés. Donc l'intermittence du vent, vous avez pu voir, avec ces études de routage, on est capable d'avoir une vitesse commerciale stable de 11 nœuds. Alors certes, effectivement, la vitesse de 11 nœuds est faible, mais en choisissant des points secondaires, des ports secondaires, finalement, on ralentit le lead time, ce qu'on appelle le transit time, pardon, ce qu'on appelle le transport d'un port à un autre. On n'est plus obligé de monter, par exemple, pour Beneteau, de monter en route sur des ports du Nord et d'aller ensuite recharger sur un autre port, etc. Et enfin, un navire de petite taille nous permet justement d'aller sur ces petits ports avec des exports qui sont peut-être moins volumineux, mais finalement qui vont être plus facilement, qui vont nous permettre finalement de remplir le navire plus facilement et plus rapidement que si on apportait un très gros navire sur ces ports. Donc voilà les avantages, et il y a effectivement aussi des avantages que je n'ai pas cités, mais d'image et de marketing, bien sûr. Jean, on t'entend pas, Jean, je crois. Oui, pardon. Effectivement. À toi. Donc, merci Adrien. Donc, je vais terminer cette présentation en évoquant un peu plus les aspects économiques et de structuration du projet. Du coup, évidemment, un tel outil de transport a une structure de coût qui est très différente de celle d'un navire classique. Donc, c'est ce qu'on essaie d'illustrer ici. Donc, assez classiquement, je pense, sur des projets verts, on a des investissements qui sont plus élevés, donc on a des capex élevés, on a donc un coût, une charge de la dette qui est beaucoup plus élevée, mais par contre, on a des coûts opérationnels qui sont plus faibles, et dans notre cas, parce qu'on économisera beaucoup de combustible. Alors bien sûr, certains coûts d'exploitation apparaissent plus élevés, mais c'est surtout un différentiel de productivité. C'est ce que j'exposais un petit peu au début également, du fait qu'on va moins vite, on aura moins transporté à l'année, du coup, nos coûts d'exploitation ressortent en relatif plus élevés.
Mais cette structuration-là, elle permet de proposer un prix de transport qui est globalement indépendant du prix du carburant. Sur le graphique de droite, vous pouvez voir que le Neoliner à 11 nœuds, qui est la courbe bleue, finalement, quel que soit, enfin, même avec l'augmentation, le doublement du prix de la tonne de combustible subira très peu d'impact sur ses coûts, là où les rouliers classiques qui existent aujourd'hui, ceux qui vont à 15 nœuds, évidemment, ils sont très, très soumis. Et si demain, ils décident de ralentir, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ils pourraient le faire, et probablement ils le feront, eh bien, on se retrouvera sur la courbe grise. Alors, on vous a présenté beaucoup et assez longtemps notre projet pilote. Il faut savoir que ce premier navire va être mis prochainement en construction et il sera opéré par une société dédiée qui va s'appeler Neoline Armateur. Par ailleurs, nous et l'endroit où on vous propose d'investir, c'est au sein de la société Neoline Développement. Donc, c'est la société qui porte le projet, celle qui a à son origine du projet. Elle investira évidemment aussi dans Neoline Armateur, donc quelque part, il y a un financement aussi de ce premier navire et de cette ligne, mais ses objectifs vont au-delà. Et les missions de Neoline Développement, c'est de conduire la R&D, c'est aussi de traiter et de valoriser le retour d'expérience opérationnelle qui devrait être unique avec ce navire. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de navire de cette taille qui se repose à ce point sur l'usage du vent. Et d'ailleurs, il n'y en a pas qui est en construction actuellement. On va également développer de nouvelles lignes de transport et commercialiser des briques technologiques, puisqu'on pense qu'avec nos projets actuels, mais aussi ceux que l'on développera à bord, eh bien, nous aurons moyen d'apporter des solutions à des armateurs qui n'auront pas forcément fait, eux, un choix d'aller vers une propulsion aussi décarbonée que nous, ou ne pourront pas mettre en œuvre la voile de la même façon. Alors, les revenus de Neoline Développement seront globalement de quatre types. Hein. Donc, il y a un intéressement à l'exploitation de la ligne pilote et des lignes futures, puisque Neoline Développement a apporté l'ensemble du projet à Neoline Armateur. Donc, finalement, il est normal qu'il y en ait une valorisation. Cette valorisation sera en fonction de la performance commerciale des lignes, hein, bien évidemment. Il y a également des prestations de services. Donc, Neoline Développement va gérer opérationnellement Neoline Armateur, ne fera pas toute la gestion de Neoline Armateur, mais la gestion opérationnelle, commerciale et de direction de Neoline Armateur sera réalisée par Neoline Développement. Et enfin, Neoline Développement propose et réalise déjà des prestations et des études pour compte de tiers. Il y a également donc une partie de ressources qui va passer par la commercialisation des briques technologiques. Et la première que l'on développe, ce sont les batteries de seconde vie avec Renault. Et donc, on est en train d'obtenir une classification des batteries auprès d'une société de classification qui est DNV. Et ce sera, à notre connaissance, les premières batteries classées pour un usage maritime en seconde vie. Et puis, il y aura un jour, évidemment, des dividendes de Neoline Armateur vers Neoline Développement, puisque Neoline Développement aura investi dans Neoline Armateur. Donc, ce sont ces quatre sources de revenus qui viendront constituer demain la rentabilité de Neoline Développement. Alors, la roadmap de Neoline Développement, elle passe à la fois par des développements technologiques et puis aussi par des lignes. Là, on a choisi de vous présenter plutôt la partie technologique. Donc, comme on l'a dit, hein, ce premier projet va entrer en service à partir de fin 2024. Et son objectif va vraiment être de valider l'usage à titre opérationnel, industriel, du vent en propulsion principale, avec cette atteinte et, si possible, ce dépassement de 80% de réduction des émissions. Dès ces premiers navires, on pourra les améliorer à horizon 5 ans pour qu'ils puissent même être zéro émission dans les ports, dès lors qu'on pourra se brancher dans ces ports. Avec ces résultats opérationnels, on est convaincu qu'on pourra développer beaucoup de briques, notamment pour la gestion de cette énergie en intégrant l'aléa vélique et l'intermittence du vent, mais également de développer de nouveaux navires Neoliner. C'est déjà d'ailleurs un travail qui a été démarré avec des versions plus spécialisées pour le transport de voitures, ce qui est encore un monde un peu particulier, les porte-conteneurs, les tankers, les vraquiers. Et on essaiera d'atteindre, ou en tout cas d'approcher le plus possible de ce qu'on appelle le zéro émission, et donc la capacité de ne plus utiliser de fuel en temps normal à bord d'un navire. Ensuite, il y aura peut-être un seuil, hein, un vrai verrou qui est clairement la capacité à porter des systèmes véliques de taille plus importante et d'efficacité plus importante.
de sorte à pouvoir aller chatouiller des navires plus massifiés, de l'ordre de 200 mètres, voire un peu plus. On est convaincu qu'avec les travaux qui sont développés chez un certain nombre d'équipementiers, dont beaucoup sont français, eh bien, nous serons capables demain de mettre en service des navires à voile d'une taille encore plus importante. Et donc, je souhaite vous remercier toutes et tous pour nous avoir donné la possibilité de vous présenter Neoline, et nous restons à votre écoute pour toutes vos questions. Voilà, merci. Pour rebondir rapidement sur ce que disait Jean et, au sujet des voiles et répondre au passage à une question qui a été posée, les voiles, le textile des voiles aujourd'hui identifié, nous avons tout est encore ouvert puisqu'il y a le textile qui est utilisé dans sur tous les voiles classiques aujourd'hui qui effectivement a une durée de vie assez faible. On parle d'environ 2 à 3 ans de durée de vie, mais qui a un coût assez attractif. Ou alors, les maîtres voiliers travaillent sur des textiles qui peuvent durer plus longtemps, travaillent à garantir leur textile plus longtemps, et auquel cas, les coûts sont un peu plus élevés. Mais ce sujet-là est travaillé par les maîtres voiliers. Il y a également d'autres technologies qui se développent. Aujourd'hui, la technologie n'est pas le choix technologique final n'est pas arrêté à ce sujet-là. Merci Guillaume, merci à tous pour la présentation très claire et très complète. On va passer aux questions-réponses. Alors, il y a déjà une grosse dizaine de questions en attente. Donc pour ceux qui ont raté le début, si vous voulez poser votre question, c'est dans la bulle QR en bas au milieu de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question et ensuite je me charge de la poser à toute l'équipe. On va commencer avec une première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique du projet et l'origine de l'idée de ce projet? Alors, l'origine du projet. Donc, j'ai fait une longue carrière, j'ai navigué pendant plus de 40 ans. J'ai vu pendant ces années les pratiques évoluer sous la contrainte réglementaire, mais aussi par prise de conscience, puisque les marins de commerce sont aussi des citoyens comme les autres. Et j'ai eu le privilège d'aller régulièrement pendant ma navigation commander un grand voilier français. Et je vais répondre en passant à la première des questions. Et m'est apparue une évidence sur, je fais référence à la question sur la météorologie. Dans cette période sont apparues 3 choses. La prédiction météo. La prédiction météo, aujourd'hui, dans votre poche, vous avez de quoi avoir l'heure de la prochaine averse à un quart d'heure près. Sachez qu'en mer, c'est beaucoup plus facile qu'à terre. Donc aujourd'hui, la prédiction météo est excellente. Deuxièmement, avec cette prédiction météo, des gens, pour la course au large, ont inventé le routage, c'est-à-dire qu'on rentre les prévisions météo, les capacités voilières du navire et une intelligence artificielle calcule la route optimum. Et la troisième chose parfaitement nécessaire, ce sont les moyens de transmission, notamment par satellite, c'est-à-dire qu'entre le bord Anytime, Anywhere et la Terre peuvent s'échanger des masses de données. Donc, voilà. Donc je reviens à mon expérience. Nous nous rendons compte qu'il faut changer, qu'il faut consommer moins. Et puis, du coup, avec ces 3 choses que je viens de citer et mon expérience, apparaît l'idée que la voile de travail peut, après un siècle de disparition, d'extinction, peut redevenir pertinente et peut répondre en partie à l'obligation de réduire la consommation. Voilà, donc tout cela se passe, l'équipe se constitue, s'agrège en 2011. Nous travaillons bénévolement pour tous jusqu'en 2015, création de la société. À partir de là, 2 sont salariés, un seul d'abord, 2. Aujourd'hui, ce sont 5 salariés. Et puis quelques actionnaires, et puis un tour de table, et puis enfin, comme toutes les sociétés qui se constituent, voilà. En passant, je réponds à une autre des questions que j'ai vu passer. Pourquoi plus de CAPEX? C'est un navire technologiquement innovant, c'est un navire qui n'est pas un navire de série, c'est un prototype. Donc l'investissement en navire est forcément plus important. Par contre, les OPEX, les coûts d'opération du navire, notamment par la réduction de la consommation de combustible et par le maintien du nombre d'équipages, sera diminué. Voilà. D'où la balance, le fameux graphique que Jean vous a présenté tout à l'heure. Je crois avoir répondu à 3 questions.
Merci Michel. On va poursuivre avec une question de Sophie et je crois qu'elle a été posée par une autre personne. Je vous la lis. Pour ce qui concerne le photovoltaïque comme solution de propulsion secondaire, pensez-vous faire appel à des entreprises comme SolarClose? Et il y avait une question similaire. Y a-t-il des interactions possibles avec SolarClose? Alors, peut-être avant que vous Alors, répondiez, c'est une société qu'on a financée sur la plateforme 2 fois. Dans la dernière fois, je crois que c'était l'an dernier, euh, qui, euh, qui a mis au point une technologie de textile photovoltaïque. oui, je connais SolarClose, j'ai été en contact avec eux. Aujourd'hui, le problème, un navire de charge comme le nôtre a besoin d'énormément de puissance. Le problème d'un textile photovoltaïque à positionner sur les voiles, en photovoltaïque, le photovoltaïque a un très bon rendement à partir du moment où vous avez l'inclinaison adaptée au soleil à la position où vous êtes. Le navire va bouger forcément tout le temps et sur les voiles, ça implique de mettre les cellules en position verticale dans une situation où elles n'ont vraiment pas un rendement optimum. Et la durée de vie de ces cellules sur une voile soumise au mouvement de la voile, à l'affalage, hissage, affalage, est loin d'être garantie. Donc pour l'instant, ce n'est pas une technologie qui est envisagée pour le Neoliner. Voilà. Mais effectivement, on connaît SolarClose et on a regardé on suit attentivement ce qu'ils font. Voilà. Et pour compléter, on a fait quelques estimations en termes d'énergie, parce que je crois que c'est important de parler de la densité d'énergie. Vous avez vu sur le graphique, hein, en gros, on a besoin de 10 à 20% d'énergie par rapport à ce qui existe aujourd'hui. On aura besoin de 10 à 20% d'énergie produite. Et on compte sur le solaire pour à peu près amener entre 10 et 15% de ce besoin résiduel. Donc, en gros, c'est entre 1,5% du besoin global que le photovoltaïque, d'après nos estimations, peut apporter. Donc, c'est une petite brique, mais une petite brique. Ok, merci. On va poursuivre. Alors, on a plusieurs questions sur la concurrence. Donc, une question de Bernard. Avez-vous des concurrents sérieux? Tout, notamment. Et je crois qu'il y avait 2 ou 3 autres questions sur la concurrence assez similaires. Alors, les projets de voiliers, de navires de commerce à propulsion vélique, assistance ou propulsion principale sont apparus avec des chocs pétroliers dans les années 70. Régulièrement, vous en souvenez peut-être pas, mais régulièrement, on a vu des esquisses de dessin des armateurs qui ont fait des études là-dessus. Et comme le cycle du pétrole s'est inversé à chaque fois, tout ça a été remis. Donc, nous ne sommes pas les premiers à y avoir pensé. Par contre, parmi les équipes qui aujourd'hui travaillent et travaillent sérieusement, et les nombreuses équipes françaises d'ailleurs, nous sommes parmi celles qui ont démarré le plus tôt. Puis petit à petit d'autres projets. En fait, en aucun cas nous ne sommes concurrents. Déjà, j'ai vu dans une question le terme de concurrence. En fait, nous formons une filière et nous avons une logique de filière tous ensemble. Auprès des chargeurs, auprès des institutions, du gouvernement, des institutions, des banques, enfin, un pouvoir de persuasion. Et en plus, nous sommes encore moins concurrents puisque nous ne sommes pas sur les mêmes niches. Certains sont vraiment sur des niches, c'est-à-dire un navire dédié à un transport. Certains sont sur du short sea, du cabotage, d'autres sur du long cours comme nous. Et chacun a ses chargeurs et ses spécificités. Et en plus, les tailles de navires sont relativement dispersées. Voilà. Donc, il y avait une question qui nommait TOWT. Donc, voilà, j'ai personnellement connu Guillaume quand il était juste dans ses premières phosphorations. Voilà, donc nous nous connaissons tous, nous avons d'excellents rapports et nous ne sommes pas concurrents. Ok. Pour compléter juste, Oui. on fait d'ailleurs partie d'une association Oui. qui s'appelle Winship et qui a publié très récemment un livre blanc de la propulsion par le vent et qui permet justement d'appréhender de façon un peu plus, on va dire, partagée et neutre ce renouveau de l'usage du vent pour propulser les navires. Et donc, c'est un travail qui a été réalisé par Lise Trimont que je salue, mais évidemment avec le concours
de la plupart des grands projets français. Et justement, on tient à dire, je tiens d'ailleurs à préciser que chaque succès d'un projet aide les autres. C'est une vraie réalité. C'est pas juste de la com, c'est une réalité. À chaque fois qu'il y a eu un projet qui a réussi à passer une étape, nous, ça nous a aidés, ça a rendu encore plus évident la réalisation de notre projet et on est convaincu que nos succès font de même pour eux. Ok. Ensuite, une question sur ce même thème de Benjamin. Comment estimez-vous la compétitivité des offres commerciales proposées aux clients par rapport à une offre avec un navire conventionnel? C'est une question un peu complexe parce que ça dépend du chargeur. Comme vous avez pu voir, on a des clients qui transportent tout type, enfin, qui ont des besoins pour tout type de marchandises. Pour les clients qui sont dans le hors gabarit, on apporte en fait une réponse sur différents volets, que ce soit sur l'aspect tarifaire, où on arrive à être à ISOCOO, voire compétitif sur le sujet, donc en allant plus proche justement de l'Interland, comme je disais, donc en réduisant le poste et le préacheminement. Et donc là, c'est surtout pour Beneteau et Manitou dont je parle. Et pour d'autres, l'aspect va être peut-être moins palpable, ou en tout cas, c'est leur politique interne, plutôt sur le conteneur. Et là, ça va être plutôt la RSE qui va jouer, qui va rentrer en jeu, en tout cas à la base et avant la crise du Covid et la crise du conteneur. Donc la RSE qui est valorisée et qui fait partie de leur stratégie d'entreprise de réduction de CO2. Et sachant que le transport peut représenter généralement entre 15 et 20% de l'impact CO2 sur la marchandise finale, c'est pas négligeable. Voilà. Donc voilà, ça dépend vraiment des produits à transporter, mais on peut aller aussi bien sur le coût que sur forcément l'aspect environnemental. Ok. Ensuite, on a 3 questions sur la construction des navires que je vous lis. Où seront construits les navires Neoline? Sur quel chantier naval sera produit le navire? Et ensuite, une question de Yann. Pouvez-vous nous en dire plus sur la conception des navires par rapport aux questions de sécurité, double coque, risque lié aux tempêtes, etc. Alors, je vais essayer de répondre, par la dernière en premier. Donc, la conception des navires, on a travaillé pendant, donc comme l'a dit Michel tout à l'heure, le projet a commencé en 2011 et la société a été créée en 2015. Avant cela, on avait travaillé à développer le navire en ressources internes. Donc, comme on vous l'a dit dans notre présentation de chacun, on est essentiellement issu de la marine marchande. Donc, on avait quelques connaissances sur les navires à la base. Et donc, nous avons travaillé sur les navires, sur le développement du navire en ressources internes. À partir de 2015, nous avons créé la société pour pouvoir acheter des études à des partenaires techniques, donc le bureau Mauric, le bureau d'ingénierie de Merfort, qui avait été cofondé par Michel Desjoyaux, pour travailler et vérifier nos hypothèses, pour travailler sur l'architecture du navire et vérifier nos hypothèses au niveau de la voile et au niveau du gréement. Nos partenaires, au fil des années, nous avons créé des liens assez forts avec ces partenaires locaux. Le bureau Mauric est à Nantes et Merfort est en Bretagne. Et nous avons également tissé des liens avec les acteurs locaux de la construction navale, et notamment le chantier Neopolia, qui a répondu à notre appel d'offres lancé depuis quelques années. Et donc, nous avons sélectionné à l'issue de cet appel d'offres le chantier Neopolia, qui s'appelle Neopolia. C'est une société qui s'appelle Neopolia Mobility, qui est issue du groupement d'entreprises ligérienne Neopolia. Et donc, c'est un groupement d'entreprises partiellement et largement composé des sous-traitants des chantiers de l'Atlantique. Donc, le chantier retenu aujourd'hui est le chantier Neopolia. Donc, le navire sera fini à Saint-Nazaire. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas les installations en France pour construire un navire de 136 mètres, une coque en acier de 136 mètres. Donc, la coque sera sous-traitée par Neopolia en Turquie.
et la coque sera remorquée de Turquie à Saint-Nazaire et assemblée à Saint-Nazaire. Le gréement sera construit en France, en région Pays de Loire. Et elle sera installée à bord sur le navire à Saint-Nazaire. Voilà. Le schéma industriel prévu aujourd'hui, c'est celui-ci. La coque en acier, nous avons été obligés d'aller la chercher à l'étranger, puisque aujourd'hui, on a des installations en France pour construire des navires en dessous de 100 mètres. Les chantiers de l'Atlantique font des paquebots largement plus grands que cela, et un navire de 136 mètres n'est pas dans leur cœur de marché. Donc la coque a été sous-traitée, sera sous-traitée. Mais 60 à 70% du navire sera assemblé et fabriqué par des sociétés françaises. Ok, merci Guillaume. Et effectivement, juste pour terminer sur les aspects de sécurité, je voudrais dire que tous nos travaux sont suivis par les sociétés de classification. Hein, donc, c'est celles qui sont, je dirais, pour le compte des États, garantes du respect des règles de sécurité, à la fois en termes de conception et également après, tout au long de la vie du navire. Donc, ils suivent vraiment l'ensemble et ce projet navire est compliant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'évolution de la réglementation pour que ce navire puisse fonctionner. On n'a pas besoin de dérogation. Et c'est d'ailleurs un des avantages de la propulsion par le vent, c'est qu'elle est facile en termes réglementaires, au contraire peut-être d'autres je dirais, carburants alternatifs qui sont parfois cités en exemple, qui amènent de nouveaux risques pour l'usage du vent. C'est beaucoup moins le cas. Et donc, ça, c'est un point important. Ensuite, je veux dire qu'on a, je dirais, trois façons de gérer. En fait, on a trois étapes de gestion des aléas et des risques. Donc, à la fois dans la conception, parce qu'on a défini des systèmes fusibles, c'est-à-dire que si plus rien ne fonctionne, si rien ne s'est bien passé, on a défini qu'est-ce qui casse avant, la mise en drapeau du gréement se fait automatiquement sans besoin d'énergie, puis après c'est la voile qui casse, puis voilà, donc on a comme ça une sorte de millefeuille de fusibles mécaniques qui sont prévus dès la conception pour s'assurer que le navire, en aucun cas, il soit réellement en danger d'être perdu. Ensuite, on a travaillé sur le deuxième volet qui est l'anticipation et la prévision météorologique. Donc, grâce au routage météorologique, on va à la fois éviter les zones sans vent, mais on va aussi éviter les zones avec trop de vent, puisque ces zones-là ne nous permettraient pas de porter non plus la voilure. On serait obligé d'être au moteur parce que les conditions seraient trop compliquées pour garder les voiles en l'air. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est un entraînement réactif. Et ça passe par les procédures mises en place à bord sur la façon dont on réagit à chaque étape pour éviter de se retrouver, je dirais, obligé d'avoir des casses, même si celles-ci, comme je l'ai dit, sont prévues pour être contrôlées. Et donc là, c'est sur la formation de l'équipage. Et donc, on a déjà aussi commencé à travailler sur ces éléments-là. Alors, on a vraiment ce triptyque-là. Pour moi, c'est important de dire en termes de gestion des aléas. Super, merci Jean. Ensuite, on a des questions, alors plutôt sur le transport de personnes plutôt que de marchandises. Question d'Alain, avez-vous déjà une idée du tarif passager? Ensuite, j'ai vu une autre question de Sophie. Envisagez-vous des navires de transport de personnes pour des trajets plus courts, par exemple en alternative au ferry en direction de l'Irlande ou de la Grande-Bretagne? Et troisième question, quels sont les services dont bénéficieront les passagers à bord? Alors, donc sur la partie, on va dire, transport de passagers pur, c'est pas dans notre plan de marche. Hein, clairement, on est plutôt fret. C'est plutôt ça qui est à l'origine de Neoline et ce qui motive. Donc, je dis pas qu'on n'en fera jamais. Je dis pas qu'on participera pas à des projets qui transporteraient éventuellement des passagers, mais clairement, c'est pas au cœur de Neoline. Donc aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Par contre, en complément de fret, on considère que c'est une belle façon de permettre à des personnes de voyager, des personnes qui ne souhaitent éventuellement plus prendre l'avion, qui ont évidemment un peu de temps. On retrouve le temps du voyage, mais pour autant, pour nous, ça devient en complément. Donc évidemment, ça amène aussi une plus-value en chiffre d'affaires, mais ça reste très, très minoritaire. Alors sur la question des services à bord, donc on aura 6 cabines doubles, comme l'a dit Guillaume.
des cabines de 22 mètres carrés de mémoire, avec chacune un balcon privatif d'une douzaine de mètres carrés. Donc, ça fait quand même déjà un bel espace. Chaque cabine sera équipée d'une salle d'eau individuelle avec des grandes baies vitrées, donc elles sont très lumineuses. Et notamment, il y aura un petit sabord sur le plafond au-dessus de la bannette pour pouvoir admirer le jour ou la nuit le gréement et le ciel en étant allongé. Donc ça, on attend de voir avec grande impatience. Il y aura également un grand salon passager dédié aux passagers avec tous les équipements de lecture, de vidéos, avec notamment, on a prévu ce qu'on appelle un bow window, donc c'est une sorte d'avancée vitrée qui permet de lire son livre en étant quasiment entouré par la mer. Et puis, on aura également donc, une salle de gym et un pont dédié passager aussi entre le gréement à l'extérieur. Donc voilà, ça reste pas, on n'est pas au niveau des très grands paquebots, mais on a prévu que ce soit un navire vraiment confortable pour les passagers. Enfin, sur la question plus tarifaire, évidemment, on a déjà déterminé quels revenus nous souhaitons tirer de cette activité, mais on n'est pas encore prêt à la commercialiser. Voilà, on commence à discuter et à travailler des partenariats avec des agences de voyage spécialisées, parce qu'on pense qu'il y a tout intérêt à intégrer ce type de prestation dans un voyage global, parce que vous pouvez imaginer prendre le train, embarquer à Saint-Nazaire, et puis ensuite aller sur Saint-Pierre-et-Miquelon, visiter Saint-Pierre-et-Miquelon, puis en bateau aller faire un tour, pourquoi pas à Terre-Neuve ou en Amérique du Nord, et puis reprendre le navire au retour. Voilà, ça peut faire un superbe programme. Donc aujourd'hui, la politique, je dirais, tarifaire n'est pas définie au niveau de la vente, même si nous, on sait déjà quel revenu on souhaitera en tirer. Ok, merci. Alors, il reste une dizaine de questions. On va essayer, enfin, vous allez essayer de répondre à tout le monde. La prochaine question de Richard. Le volume de marchandises transportées est-il suffisant pour couvrir les coûts de transport? Alors, je vais la prendre également. Aujourd'hui, le volume de fret qui est signé, c'est-à-dire soit vraiment engagé par des contrats ou sous forme de lettre d'intention, couvre 100% des coûts moyens du navire. Et on est globalement plein dans le sens France-Amérique du Nord et quasiment vide dans le sens retour. Donc notre enjeu est la rentabilité effective d'un éolien armateur, au-delà de l'équilibre économique qui lui est déjà assuré, c'est de réussir ce remplissage retour qui donc fera l'objet d'une recherche commerciale qui est déjà planifiée et qui sera renforcée pendant notamment le temps de la construction. Donc on est sur 31 mois de temps de construction, donc on a encore pas mal de temps pour engranger plus de contrats. Okay. Et du coup, vous avez répondu à une question que je vous lis. Vous avez cité des chargeurs pour l'aller. Avez-vous entamé les démarches auprès des chargeurs retour? Donc, on va pas y revenir. Je vais compléter. Nous avons entamé des contacts pour les chargeurs retour. Donc, nous n'avons pas mis autant de moyens pour cette prospection, mais aussi nous avons constaté que les habitudes de nos amis nord-américains ne sont pas les mêmes. Eux ne signent des contrats qu'à partir, par exemple, de la mise en chantier d'un navire, mais en tout cas pas comme les Européens ou les Français sur des projets comme ça long terme. Ils ont besoin de plus de validation d'étapes. Voilà. Donc, nous avons des contacts aujourd'hui qui se transformeront en contrats. Ok, merci. On va poursuivre avec une question de Sophie. Prévoyez-vous de mettre en place d'autres lignes plus courtes vers l'Europe, par exemple? Je vais répondre. La ligne plus courte, donc intra-européenne, donc du cabotage. Alors, je vais répondre par l'intérêt vélique. En fait, dans ma première réponse, j'ai parlé du routage. Plus la route est longue, donc océanique, et plus efficace est le routage. Raisonnons par l'absurde, imaginez que vous ayez juste la rade de Brest à traverser, c'est-à-dire une toute petite distance. En fait, le routage ne vous servira à rien. Donc, sur une traversée de peut-être 200 000 versus 3 000, sur 200 000, vos options de routage ne sont pas bonnes. Donc, votre capacité à faire de la voile, la propulsion principale, est carrément diminuée. Voilà. Donc, nous, après, quand on monte un projet économique et industriel, il faut se focaliser sur une zone, sur des chargeurs, etc. Donc, voilà. Donc, le cabotage sera
à notre avis, un peu plus difficile à velléifier, si j'invente le terme. Mais on a des vraies sollicitations dans ce sens-là. Oui, nous avons plein de sollicitations. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on table sur une économie de l'ordre de plutôt 50% dans un cadre, de transport plutôt cabotage. Il faut savoir aussi que la pression sur l'horaire, c'est-à-dire autant au transatlantique, le fait de dire bah, ça va prendre 12 jours au lieu des 9 auxquels vous êtes habitués sur le transit maritime, on n'a pas perdu un seul client, je crois. Adrien, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on n'a jamais perdu un seul client parce que justement on mettait 3 jours de plus que la concurrence sur le transit maritime. Et comme on l'a dit, en transit time global, ça change généralement pas, quasiment pas, voire on peut être plus rapide. Mais par contre, sur le cabotage, souvent on est encore plus sensible à ce sujet horaire parce que souvent il y a une alternative camion. Et donc ça amène vraiment des conditions concurrentielles qui sont très différentes. Mais pour autant, on a voilà, on a commencé à travailler avec certains de nos clients sur des sujets cabotage intra-européen et qui sont intéressés, même si le niveau de décarbonation ne pourra pas être aussi important. Ok. Ensuite, on a une question d'Emmanuel. Les mâts doivent être rabattables. La technologie est-elle déjà testée ou reste-t-elle à développer? Alors, au moment où on a commencé à envisager de rabattre nos mains, la technologie était à développer. Et c'est ce que nous avons entrepris avec plusieurs industriels. Mais aujourd'hui, il y a des options, les industriels proposant des solutions sur le marché pour des gréements prennent en compte cette problématique et proposent des gréements qui sont rabattables. Donc aujourd'hui, cette brique-là est développée et est disponible technologiquement, est mise sur le marché par des grands industriels. Et je précise que tous nos constructeurs sont choisis et les contrats de construction du premier navire sont prêts à être signés. Hein. Donc là, ce qu'on dit, il y a eu quelques petites évolutions qu'on expliquera en temps voulu, mais voilà, Neopolia Mobility pour la construction, les contrats de construction sont prêts à signer et voilà, on est en train de boucler le financement à ce niveau-là. Donc, voilà, précision. Ok. Et une petite généralité, pardon, sur le sujet de la maturité, c'était le sujet de la maturité des technologies. Nous sommes des marins de commerce à l'origine, donc pas des expérimentateurs. Et il est question d'aller sur un navire de commerce qui traverse l'Atlantique, qui est très cher, etc., de faire des expériences. Donc tous les choix techno que nous avons faits vont vers des matières, des technologies, des assemblages, des constructeurs industriels. Ok. Ensuite, deux questions d'Hassan. Avez-vous adopté le statut d'entreprise à mission? Ce choix permettra de séduire de nouveaux clients sensibles à la question de développement durable. Et seconde question, le port de Tanger fera-t-il partie de vos futures destinations? Alors, je vais répondre. Alors, le statut d'entreprise à mission nous intéresse vraiment. Pour dire les choses très, très sincèrement, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup envisager. Mais très honnêtement, cela ne dépend pas que du management dans un projet où on monte capitalistiquement autant. C'est des choix aussi d'actionnaires. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que pour l'instant, en tout cas, on n'est pas encore une entreprise à mission. C'est quelque chose qu'on regarde avec intérêt, mais ça dépend, hélas, aussi des différents. Enfin, ça dépend voilà, c'est un choix de tous les actionnaires. Enfin, sur le port de Tanger, pour l'instant, il n'est pas prévu dans la ligne pilote. Hein. Donc, pour tenir une fréquence, c'est un point important hein, de la pertinence commerciale, c'est la fréquence de service. Et donc, pour tenir un départ tous les mois pour chaque navire, et donc notre objectif, c'est d'en lancer 2 assez rapidement, un deuxième ensuite, pour un départ tous les 15 jours. Il ne faut pas qu'on rallonge trop la ligne. Du coup, Tanger n'est pas dedans. Par contre, voilà, il y a quelques projets qui, effectivement, montrent que Tanger serait une plateforme intéressante à l'avenir, notamment sur de l'intra-européen. Ok, merci. Ensuite, une question de Yann. Quel est le rendement des batteries de seconde vie par rapport à leur performance à neuf? Le rendement est le même.
elles sont déclassées des voitures, pas pour une perte de rendement, mais pour une perte de capacité. C'est-à-dire que Renault loue ses batteries. Et donc, nous réutiliserons les batteries des Kangoo. Les premières voitures électriques Kangoo mises en service par Renault, essentiellement les Kangoo qui ont été utilisées par la Poste. Et à l'origine, ces batteries avaient une capacité de 22 kWh et Renault, par contrat, s'engage à les remplacer lorsqu'elles ont perdu 25% de leur capacité pour maintenir une autonomie suffisante à un véhicule sur la route. Nous, à bord d'un navire, nous avons de la place et nous pouvons en embarquer plusieurs, beaucoup plus. Donc, cette perte de capacité n'est pas un problème pour nous. Par contre, l'intérêt des batteries Renault, c'est qu'elles ont été prévues pour résister à des conditions d'utilisation très extrêmes. Hein. Sur la route, on accélère, on freine, on accélère. Donc, les cycles de charge, de décharge sont très irréguliers et très violents pour la batterie. Alors que sur une installation de navire, on va limiter ce taux de charge et ce taux de décharge à des niveaux très raisonnables pour les batteries. Et donc, la durée de vie des batteries va ainsi être augmentée. Mais donc, on ne perd pas en capacité, on ne perd pas en rendement. On a perdu un peu en capacité, mais ce n'est pas vraiment une contrainte pour un navire. Ok. Ensuite, une autre question. Quel est le principal inconvénient de l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie alternative pour ces nouveaux navires d'une telle taille et pour un tel type de voyage transatlantique? Et comment comptez-vous y faire face? Alors, aujourd'hui, comme il y a déjà 15 ans, moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur un navire à voile avec de l'hydrogène, comme par hasard. Et mes conclusions il y a 15 ans, je pourrais refaire à peu près les mêmes mot pour mot aujourd'hui. Le déploiement de l'hydrogène se heurte à des problématiques de stockage et de production, principalement. Et l'hydrogène est le plus petit atome présent sur Terre. Donc, pour le stockage de l'hydrogène sous pression, on a encore du mal à développer des réservoirs qui sont 100% étanches à l'hydrogène. Donc, ça, c'est déjà un premier problème. Et si on veut le stocker, pour le stocker sous pression, on monte jusqu'à 700 bars, mais faire des réservoirs de 700 bars pour des grands volumes nécessaires pour les navires, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Techniquement, on ne maîtrise pas la technologie pour le faire aujourd'hui. C'est un des verrous de l'hydrogène pour les navires au long cours. Deuxième possibilité de stockage actuellement développée, le stockage sous forme liquide. Mais il faut réfrigérer l'hydrogène à moins 270 degrés, ce qui a un coût énergétique substantiel également. Au niveau de la production de l'hydrogène, à bord d'un navire, on pourrait produire de l'hydrogène en utilisant les énergies renouvelables. Hein, on parlait de photovoltaïque tout à l'heure. On envisage, nous, des solutions avec des éoliennes ou éventuellement des hydroliennes par hydrogénération, donc l'hélice entraînée par sillage lorsque le navire est sous voile. Mais là encore, on se heurte à une capacité de production trop faible à bord d'un navire et à un rendement de production trop faible pour permettre le déploiement de l'hydrogène pour répondre aux besoins énergétiques du navire. Donc, on a un problème de production et de stockage qu'aujourd'hui n'est nulle part résolu. Aucun port n'est équipé pour fournir de l'hydrogène à grande échelle pour des navires de commerce. Ok. Ensuite, Et d'ailleurs, rien que pour les besoins auxiliaires de Neoliner, le volume de stockage d'hydrogène occuperait peut-être la moitié ce qu'on appelle notre garage inférieur, c'est-à-dire notre espace cargaison inférieur, peut-être la moitié serait juste pour le besoin de propulsion auxiliaire. Donc, on pense qu'il y a vraiment en auxiliaire des choses à faire, mais en principal, clairement, c'est sur le long cours. Hein. Attention, sur le long cours. Si on n'a qu'une journée de navigation, ça va.
Le problème, c'est qu'un navire au long cours, ça a besoin d'un mois d'autonomie. Donc, voilà. Et puis, comme l'a dit Guillaume, on n'a pas encore parlé des problématiques de production, parce que si ce n'est pas de l'hydrogène vert, ça n'a absolument aucun intérêt. Et si c'est de l'hydrogène vert, ça veut dire qu'il est produit à partir de quoi? D'énergie nucléaire, ça fonctionne. De Vélic, ben, autant utiliser le Vélic directement présent à bord. Voilà. Ok. Question de Fabrice, la niche n'est-elle pas un peu trop petite? Je veux dire par là, une traversée transatlantique offre un marché restreint pour ne pas être en concurrence avec les gros transporteurs. Quelle est la réelle capacité de développement de cette niche? En fait, on est forcément en concurrence avec tous les armateurs, hein, c'est clair. Après, on propose un service qui est totalement différent de ce que proposent aujourd'hui les armateurs, avec des navires qui vont faire 300 mètres et des capacités de 5000, 10 000 EVP, plutôt 10 000 maintenant, quasiment sur cette ligne. Là où nous, on est plutôt sur un service un peu finalement cousu main, avec des points environnementaux qui sont extrêmement engagés. Donc on est sur la technologie vélique, il y a une réduction quand même de 80 à 90% des émissions. Donc voilà, on ne propose pas le même service. Après, on sera forcément en concurrence avec eux. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Je ne sais pas si Jean, tu as quelque chose à ajouter. On ne peut pas tellement parler de niche. Je vais compléter ce que tu dis, Adrien. Chez nous, la niche, évidemment, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une niche. Par contre, sur les autres ports desservis, voilà, nous captons une part d'un trafic existant. Et je vais vous faire une confidence. Si aujourd'hui, nous avions 4 néoliners en service, étant donné les soucis que subissent les chargeurs là, par les logisticiens, ils seraient full à l'aller et en grande partie chargés au retour. Voilà. Et à des tarifs excellents. Et effectivement, sur la niche, le transport gabarit, on pourrait dire effectivement que c'est une niche, mais on ne transporte pas que ça et ça ne représente finalement qu'un tiers ou presque la moitié en tout cas de notre chargement. Mais on est aussi sur du conteneur qui là pour le coup n'est clairement pas un transport de niche puisque c'est le transport favori aujourd'hui pour les produits de consommation. Ok. Oui, ce fret hors gabarit, hors norme, pour nous, c'est cette colonne vertébrale qui nous a permis de fixer la ligne avec un fret qui est intéressant, rémunérateur, et dont on amène un service logistique nouveau et en tant que tel, valorisable, enfin intéressant. C'est-à-dire que cette ligne-là, pour ces chargeurs-là, elle serait intéressante, même si elle n'avait pas de voile, clairement. Et je parle notamment du fret hors gabarit. Elle en est d'autant plus, évidemment, avec des systèmes de réduction d'impact environnemental. Mais du coup, c'est ce squelette qui nous a permis ensuite de construire et d'agréger, je dirais, d'autres chargeurs, mais du coup, de créer un nouveau point de collecte à proximité. Et si vous regardez les chargeurs qu'on a en conteneur, ce sont principalement des chargeurs de la région. Donc, ils font une économie sur le préacheminement, ils font une économie d'impact qui est non négligeable en termes de préacheminement routier. Parce qu'on parle aussi, évidemment, du transport maritime et donc de la pertinence de l'efficience environnementale du moyen de transport maritime. Mais si c'est pour le charger à 2000 km, avec 2000 km de transport routier, voilà. Donc, nous, quelque part, on plaide pour la recréation de transport un peu plus point à point. Il y aura toujours des grandes lignes, bien sûr, il y aura toujours des grands axes, mais on pense qu'il y a matière à créer un nouveau tissu de liaison point à point pour des chargeurs plus locaux. Ok. Question de Yann. Michel en a un peu parlé tout à l'heure. Prévoyez-vous l'évolution future du climat, force des vents, dans la conception des navires? Alors, vas-y. Vas-y, Jean. Alors, on a regardé cela. Alors, ce n'est pas nous qui avons fait des études spécifiques dans la climatologie, ni fait tourner des modèles de climatologie, mais on a lu la littérature qui s'y rapporte. Clairement, il est prévu par le GIEC que les vents, de façon générale, ne changent pas réellement en intensité moyenne, qu'il n'y aura pas non plus d'augmentation du nombre de tempêtes. Par contre, les tempêtes en elles-mêmes seront plus violentes. Donc, si on avait 10 tempêtes en moyenne à l'année, on devrait rester à peu près sur cette même moyenne. Et par contre, chaque tempête
devrait faire plus mal. Et on a également possiblement des petits déplacements en position de latitude des grands vents dominants, mais il n'est pas envisagé, même dans les pires scénarios, qui est, je ne sais pas, un changement majeur de la circulation de la météorologie terrestre et océanique. Et heureusement, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas que Neoline qui aura des problèmes, on aurait tous des très, 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 très gros problèmes. Ok, merci Jean. Ensuite, deux questions sur l'API de Bernard. Est-ce que vos inventions sont brevetées, donc protégées? Et une question similaire, êtes-vous titulaire ou en passe de l'être de titre de propriété industrielle? Aujourd'hui, nous détenons un brevet sur le concept du Neoliner, hein, donc ce navire roulier avec son gréement duplex, également les ailerons anti-dérive. Donc, ce projet a été déposé la première fois en 2013 et donc on a ce brevet qui est en vigueur. Et sinon, évidemment, nous possédons notre marque. Nous avons quelques autres idées de brevets qui sont à l'étude, potentiellement qui pourront être déposées, mais on va rester évidemment discret pour l'instant sur ces potentialités. Ok. Question de Sophie à laquelle je vais répondre, qui demande où on en est dans la collecte. Donc au moment du live aujourd'hui, on est à peu près à 300, un peu moins de 350 000 euros collectés. Ensuite, une autre question. Bonjour, avez-vous trouvé une compagnie pour assurer votre navire ainsi que les transports? Oui. Plusieurs. Oui, plusieurs. L'assurance maritime ne se fait pas avec un seul assureur, mais oui, on est en relation avec des compagnies d'assurance. Oui. Pour les assureurs, souvent la plupart des assureurs maritimes aujourd'hui exerçaient déjà à l'époque de la marine à voile. Et du coup, il reste. Enfin voilà, c'est pas quelque chose d'inconnu, hein, la propulsion par le vent pour ces assureurs-là. Et d'ailleurs, comme en parlait Michel, il reste des grands voiliers à propulsion vélique, des voiliers historiques, et ils sont assurés. Certains sont même armés au commerce. Donc on a eu absolument, c'est sans doute ceux avec qui il y a eu le plus de facilité d'ailleurs à se comprendre et à obtenir des positions plutôt favorables. Ok. Et dernière question, et après on va clôturer le live de Jean-Marc. Quelle sera la nationalité de l'équipage? Salut Michel. Le navire sera sous pavillon RIF, donc second registre français, pavillon français, second registre. Donc les officiers seront français et l'équipage sera européen. Ok, parfait. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à partager auprès des Wissiders, Jean, peut-être. Je tiens à vous remercier pour tous ces échanges, hein, toutes ces questions. Vous l'avez peut-être senti à la fois sur la plateforme et on espère avoir pu vous le transmettre ce soir. En fait, on est content des questions parce que pour nous, c'est un projet qui touche effectivement à des convictions fortes de l'équipe. Donc, il y a toujours en fait des questions très intéressantes qui nous permettent de développer et d'affiner notre façon d'appréhender l'avenir. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà souhaité embarquer avec nous. On en est très heureux et à très bientôt. Super. Merci à tous les 5 pour cette présentation, pour ce live. On a un petit peu dépassé le timing initialement prévu. Mais voilà, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de monde en direct. Ça nécessitait ce timing supplémentaire. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route pour ceux qui sont arrivés en cours de route, tout simplement, le replay devrait être disponible dès demain sur la plateforme. Et pour ceux qui regardent le replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder les news qui ont été publiées et qui seront publiées jusqu'à la fin de collecte. Voilà. Et voilà, n'hésitez surtout pas. Toute l'équipe de Neoline et de WICID est à votre disposition si vous avez des questions.
Merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live sur WeSeed. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup.